Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une invitée très intéressante qui n'est autre que Manon Éluire. Manon est analyste et accompagne de grandes équipes de football mondialement connues. Dans ce podcast, on va découvrir comment elle contribue aux performances de certaines des meilleures équipes féminines du monde avec une approche singulière et innovante. On reviendra également sur son parcours et sur sa vision de la performance. Si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à commenter, partager ou envoyer à tes proches. Allez, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tal Mental. Aujourd'hui, je reçois Manon Éluire. Bienvenue. Merci. Éluire, je l'ai bien prononcé? Ouais, parfaitement. Merci beaucoup. Super. Manon, quel est ton métier? Très bonne question pour démarrer, parce que je pense que selon les contextes, je réponds pas forcément à la même chose. Là, aujourd'hui, on a le temps, donc je peux te dire un peu de tout. Allez, dis-moi. Mais actuellement, ce que je présente au club, en tous les cas avec lesquels je bosse, c'est que je suis une analyste de dynamique de groupe. Ou je le dis en anglais, je dis Group Dynamics Analyst. Ok. Parce que ça, c'est ce qui fait le plus sens pour eux et c'est ce qui reflète le plus mon job actuel et ce que je peux leur proposer. Mais sinon, en fait, mon métier, c'est aussi docteur en psychologie du sport. Sauf que tu sais comme moi, je pense qu'à partir du moment où je dis docteur en psychologie du sport, on pense soit que je suis psychologue et c'est pas le cas. Et pour moi, c'est hyper important de savoir où je suis placée. Docteur, bon, il y a aussi des confusions. Je suis pas le doc du staff, tu vois. Mais ouais, voilà. Donc, je suis docteur en psychologie du sport. Mon expertise, elle se situe principalement au niveau de la dynamique de groupe dans son entièreté. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, je suis analyste et même si on veut compléter, analyste et facilitatrice de dynamique. Attends, je recommence. Analyste et facilitatrice de dynamique de groupe. Ok, et donc tu travailles pour des clubs en ce moment? Oui, je travaille pour des clubs. Alors, je viens de lancer mon entreprise, comme je te l'avais dit, il me semble. J'ai quitté l'OL en fin de saison dernière, donc à peu près en juillet. Et je continue avec eux en tant que consultante. Là, on arrive pile à un moment où, en gros, là, je devrais signer un contrat demain avec un club anglais. Et à part ça, au-delà des clubs, moi, l'idée pour moi, c'est de pouvoir accompagner 3-4 clubs grand maximum sur la saison parce que je veux continuer d'avoir un accompagnement qui est qualitatif. Et je pense qu'il y a des clubs qui ont besoin d'avoir vraiment une alerte au niveau du groupe pour pouvoir m'appeler, Ouais. je pense. C'est marrant, on en parle souvent dans ce podcast-là, mais c'est vrai que dans la préparation mentale, on est souvent appelé lorsqu'il y a un problème ou lorsque ça va pas. Ouais. Et souvent, on peut avoir des résultats quand on procède comme ça, mais on sera encore plus efficace si on nous appelle quand tout va bien pour préparer. Globalement, oui, je pense que on est encore dans cette vision-là un petit peu du préparateur mental ou en tous les cas de la psychologie du sport dans la globalité qui doit intervenir quand ça va pas. Même si ça évolue, mais encore une fois, spécifiquement au niveau du groupe, si tu vois actuellement comment la dynamique de groupe et ce qui est très souvent résumé à la cohésion est pris en charge, c'est en pré-saison. C'est, si t'as un peu de sous, tu fais un autre stage de prépa à la trêve hivernale, tu vois, enfin après la trêve hivernale. Et c'est ça ta prise en charge du groupe. Sauf que, comme d'autres aspects, en fait, comme l'aspect physique, technique, tactique, ça devrait être entretenu tout au long de la saison. Et effectivement, même si c'est très bien de mettre la focale, tu vois, en début de saison, ça suffit pas après pour que, tu vois, que ça s'entretienne tout au long de la saison. Ce qu'on expliquait sur une autre émission, c'est que on parle souvent des 4 piliers de la performance qui sont la tactique, le technique, le physique et le mental. Et si on prend le monde du football, par exemple, le coach et l'adjoint vont travailler sur tout ce qui est tactique et technique, le préparateur physique sur le physique et le mental, on va dire, c'est dans la tête. Et du coup, même si ça commence à se développer, on va en parler justement, mais cet aspect-là, finalement, c'est aussi un pilier fondamental de la performance et on a tendance à le négliger un petit peu. Ouais, carrément. Et tu vois, je pense aussi que, tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois en tous les cas. J'ai les mêmes 4 piliers de la performance que toi. Et sur l'aspect mental, bon, il pourrait être décomposé. Mais pour moi, il y a une grosse partie sur l'aspect mental qui vient de alors j'allais dire qu'il peut être pris en charge par le coach, mais tout en faisant attention, le coach ne sera jamais un prépa mental. Quoique, à la limite, il peut se former, hein, mais en tous les cas, il ne sera jamais un psychologue. Mais c'est plus cette idée que, pour moi, pour agir sur ce pilier-là, tu peux aussi déjà travailler sur ton système global. Et de la même manière, tu vois, on voit souvent, il y a des équipes, des fois, qui commencent à s'équiper en préparateurs mentaux, qui font appel à des ressources, etc. Suite à un problème. Donc, les préparateurs mentaux arrivent un peu pour éteindre le feu, mais la focale, à chaque fois, elle est sur les joueurs, sur les joueuses. Alors qu'en fait, peut-être qu'il y a des choses à gérer plutôt au niveau de ton système global, ton environnement, et peut-être que tu auras plus d'impact si déjà ton système il fonctionne bien, ton staff, pour pouvoir impacter les joueuses derrière. On va revenir sur ce sujet-là qui est hyper intéressant, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment tu en es arrivé là?
Ok. Alors, si je remonte hyper loin, parce que je pense que c'est assez lié. J'ai grandi comme tout le monde, comme beaucoup de gens qui sont passés après et qui travaillent dans le sport en étant passionnés de sport. Et j'ai grandi notamment 4 années en Polynésie française. Okay. Et tu vois, je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à me poser pas mal de questions, à être en tous les cas intriguée et ouais, vraiment intéressée par les relations humaines et notamment, tu vois, aux différences, à nos similitudes, aux capacités d'intégration des uns des autres. Okay. Et en fait, sans le savoir, je pense que tu vois, plus tard, alors à ce moment-là, moi j'avais en tête une idée fixe, je voulais être prof de PS. Okay. Vraiment depuis toujours, depuis le CP, je pense. Et au final, quand j'arrive en STAPS, donc université, sciences du sport à Rennes, j'ai toujours cette idée-là en tête. Sauf que tu vois, je fais ma licence 1, 2, et en licence 2, en fait, je vois que les stages en EPS, ça me passionne pas plus que ça. Okay. En tous les cas, j'ai l'impression d'être restreinte. Et à ce moment-là, je trouve que c'est ce qui est parfois dommage avec STAPS, c'est que certains se rendent pas compte de toutes les possibilités qu'il y a. En fait, en STAPS, t'es pas juste soit prof de PS, soit entraîneur, tu vois. Et je pense que j'avais pas encore cette vision globale. Pour moi, j'y allais, et si j'y allais, il fallait faire prof de PS. Et en fait, après, moi, j'ai entendu parler du concours de l'ENS, okay. Donc l'École normale supérieure en sciences du sport. Et donc, j'ai essayé ce concours-là, mais avec toujours l'idée derrière d'être prof de PS, parce que je voulais passer l'agrégation, tu vois. Et donc, je passe en licence 2, j'ai pas le concours directement, j'ai les écrits, mais je passe pas après, aux oraux et aux pratiques. Okay. Et donc, je rentre en L3, et franchement, quand je suis rentrée, ça a été un soulagement, mais je crois un des plus gros soulagements de ma vie. Alors que bon, il n'y avait pas mort d'homme, tu vois, si je continuais, tu peux faire plein de belles choses à la fac. Mais je crois que vraiment, dans mes perceptions, si j'étais restée à la fac, je devais faire prof de PS. Alors que pas du tout. Okay. Mais du coup, donc, je rentre à l'ENS et vraiment là, ça m'a ouvert et plein de portes et l'esprit, je dirais. Parce que là-bas, on est formé à et par la recherche. Okay. Donc, tu continues d'être formé... tu vois, pour passer le concours de professeur de PS, mais en même temps, tu es formé par la recherche, donc que ce soit de la recherche en pédagogie, mais du coup, recherche dans toutes les sciences du sport. C'est là que j'ai réalisé mon premier mémoire, mais bon, comme plein d'étudiants réalisent leur premier mémoire, je pense que quand même, à l'ENS, on était dans des super conditions, tu vois, au niveau recherche, vraiment. Okay. Et donc, la première année même, on devait faire 2 mémoires, un en sciences de la vie, et un en sciences humaines et sociales. 2 mémoires sur la même année ? Ouais. Okay. Et ouais, c'était chaud parce que t'étais à la fois à l'ENS et en même temps tu continuais ton parcours à la fac. Mais hyper intéressant aussi, vraiment une expérience, tu vois, qui a changé ma vision des sciences du sport, je pense. Et aussi qui m'a ouvert des perspectives. Je te fais la version longue, la version très longue. Et donc voilà, je fais ces 2 mémoires. Notamment, donc je te parle que de celui en sciences humaines et sociales parce que l'autre c'est pas celui qui m'a le plus passionné. Okay. Mais mon tout premier mémoire de recherche, c'était sur les superstitions des sportifs de haut niveau. Okay. Et il y avait déjà l'aspect groupe et culturel parce qu'en fait j'ai fait une étude de cas sur une équipe de volleyball. Et j'ai essayé de voir comment les rituels superstitieux ils étaient adoptés par conformisme ou non, et est-ce que c'était lié à un certain type de socialisation, est-ce que c'était lié à ta nationalité, à ta culture, ou est-ce que c'était vraiment lié à ton groupe. Okay. C'est une étude qui part dans tous les sens, qui est quand même publiée, si jamais tu vas aller voir, tu vois. C'est qui nous écoute si vous voulez aller voir. Maintenant, quand j'y retourne, tu vois, je me dis que c'est pas la plus rigoureuse des études, par contre, c'est vraiment celle qui m'a donné envie de faire de la recherche. Okay. De travailler sur un sujet, tu vois. J'ai vraiment choisi mon sujet de A à Z, je le trouvais passionnant. Et j'aurais pu continuer, je pense, j'aurais pu faire une thèse dessus. Okay. Mais à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, la superstition, c'est chouette, mais par contre, en termes d'implication pratique, comment est-ce que je vais aller donner des billes derrière à des athlètes, à des staffs ? Je voyais déjà, tu vois, les limites de ce sujet-là. Okay. Et donc, je me suis un petit peu cherchée sur vraiment la thématique qui m'intéressait. J'ai fait la rencontre de différents, tu vois, enseignants, chercheurs, etc. Et ensuite, j'ai fait un deuxième mémoire, donc cette fois en M1. Il me semble, sur les attributions causales. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu. Est-ce que tu peux définir peut-être ce que c'est pour ceux qui nous écoutent ? Les attributions causales, en gros, on y a recours tout le temps. En gros, dès qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, tu as besoin d'expliquer pourquoi. Et notamment quand c'est un échec. Un échec ou quelque chose qui n'était pas attendu. Par exemple, typiquement, si tu trébuches dans la rue,
Tu vas pas juste trébucher et continuer. Tu vas regarder, tu vas te dire, ok, est-ce que c'était à cause d'une banane, tu vois, à cause d'une branche. T'as besoin d'expliquer. Et en fait, t'as différents types d'explications que tu vas donner pour expliquer ce qui t'arrive. Et ces attributions, ces explications, elles sont soit contrôlables, incontrôlables, soit stables, instables, et soit internes et externes. Et en fait, je pense que tu commences déjà à envisager qu'en gros, il y a des explications qui sont plus ou moins fonctionnelles et d'autres qui sont plus ou moins dysfonctionnelles. Et donc, par exemple, si tu perds un match, tu perds à l'extérieur. Ouais. Et il y en a qui, voilà, ça commence à se dire dans le vestiaire que de toute façon, dès que c'est à l'extérieur, on perd toujours et qu'on est incapable, voilà, à l'extérieur de faire face à ça, aux difficultés qu'on rencontre, etc. Donc, on perd toujours. Donc là, en termes d'explication, t'es sur quelque chose de très stable, c'est que t'es convaincu qu'en fait ça changera pas dans le temps, que c'est incontrôlable parce que en fait c'est pas de ton fait, c'est dès que t'es à l'extérieur tu perds, et qu'en plus c'est pas interne, c'est externe, ça te concerne pas. Donc ça typiquement c'est hyper dysfonctionnel. Bien sûr que j'imagine que par exemple en tant que préparateur mental, tu peux aller le questionner, le faire verbaliser, expliciter un petit peu, et tu vas te rendre compte que même certaines choses qui peuvent paraître totalement dysfonctionnelles à la base, incontrôlables, etc. Bon, tu creuses un peu. Et tu peux peut-être l'amener sur des choses beaucoup plus contrôlables. Mais bon, voilà, c'est globalement, je m'intéressais aux attributions des sportifs de haut niveau. Et je voyais comment ils étaient capables de rebondir après l'échec. Et c'était une étude interventionnelle. En gros, je leur faisais un programme de réattribution, on appelle ça, pour les aider à mieux expliquer leurs échecs pour mieux rebondir. Donc c'était une drôle d'étude parce que j'avais 4 ou 5 équipes, il me semble. Et en gros, je les voyais une première fois. Dans le foot déjà, à ce moment-là. Non, à ce moment-là, j'étais sur tous les sports co. Enfin, c'est un peu ambitieux de dire tous les sports co, mais j'avais du volley, du hand, du basket, et pas de foot à ce moment-là. D'accord. Et donc, c'était intéressant parce que j'avais donc 4-5 équipes, et en fait, dans le protocole qu'on avait monté, je l'ai rencontré une première fois. Après, j'attendais qu'ils perdent. Et en fait, quand ils perdaient, il y avait un groupe qui avait une intervention, tu vois, sur de la réattribution et sur les attributions causales, et les autres n'en avaient pas. Et puis après, on voyait ce que ça donnait. Au niveau quantitatif purement, ça n'a rien donné. Mais par contre, c'était une étude. Tu vois, on avait mixé les méthodes. Et donc au niveau des entretiens, en tous les cas, c'était intéressant. Après, tu vois, je peux même pas te sortir, je l'ai jamais publié cette étude, et je peux même pas te sortir un résultat qui serait hyper intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai abandonné le sujet après parce que ça me paraissait, encore une fois, je me disais, mais en termes d'implication pratique, si je reste là-dessus, qu'est-ce que j'apporte vraiment ? C'est un petit peu trop. En fait, tu vois, toi qui es préparateur mental, c'est un outil parmi plein d'autres, tu vois. Donc ça me parlait pas plus que ça. Et puis, mais bon, encore une fois, tu vois, sur cette étude-là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la manière dont on attribuait l'échec collectivement et pas forcément individuellement. Je te fais vraiment la version hyper longue. C'est le setting, je pense que je suis à l'aise, ça me donne envie de te raconter. Mais donc voilà, cette étude-là. Ensuite, en fait, à l'ENS, c'est 4 ans. Tu fais un magistère en 4 ans, pendant que tu continues ton master à côté. Et la 3e année, c'est l'année de la préparation à l'agrégation. Et moi, à ce moment-là, finalement, alors que c'était mon objectif de carrière depuis le CP, je décide de renoncer à l'agrégation de PS, et je me dis, en fait, là, je crois que vraiment, c'est sûr, ce qui me passionne, c'est de bosser dans la recherche, mais plus parce que ça me donnait une liberté totale, je pense, sur les sujets, tu vois, à aborder. Et ce qui me passionnait vraiment, c'était le sport de haut niveau, les équipes surtout de haut niveau, et les aspects groupe, collectif. Et je rencontrais je commençais à me faire un réseau dans le sport de haut niveau, je rencontrais plein de chercheurs hyper intéressants. Et je me voyais pas du tout mettre ça en parenthèse, entre parenthèses, pour passer l'agrégation, alors que derrière, j'allais pas utiliser le diplôme, franchement, ça me nourrissait pas du tout. Donc, je suis partie à l'étranger faire, à la place, donc faire un pré-doctorat, on appelle ça. On a cette chance-là à l'ENS, quand même, tu vois, on nous offre une année de pré-doctorat. Et là, à ce moment-là, j'avais même pas mon sujet de thèse, tu vois, très défini, mais il s'est construit au fur et à mesure des rencontres, donc notamment en Australie et au Canada. Et notamment au Canada, j'ai rencontré un doctorant qui s'appelle toujours Michael Godfrey. Et ce gars-là, je me rends compte qu'en fait, il travaille sur la diversité culturelle et l'impact de cette diversité culturelle sur la dynamique de groupe. Et en fait, je me rappelle que cette rencontre-là, ça a fait vraiment genre, tu vois, un peu, ça a allumé toutes les lumières, où ça a connecté tous mes centres d'intérêt. Et en fait,
Mais c'est ça aussi la magie de la recherche et de la littérature scientifique, c'est qu'il y a tellement de sujets. Ce sujet-là, je savais pas qu'il existait. En fait, moi, j'avais toujours été intéressée un petit peu par la culture, un petit peu par le groupe, mais je savais pas que la diversité culturelle, en soi, c'était un sujet. Et ça m'a passionnée. Et après, on a fait des thèses quand même très différentes avec Michael, parce que lui, il était plus sur la diversité spécifiquement ratio-ethnique, parce qu'il était sur de la diversité dans les équipes de jeunes, notamment. Okay. Et moi, je me suis spécialisée plutôt sur les équipes professionnelles, donc contexte club. Et là, alors on a fait aussi une étude qualitative au début pour voir dans quelle direction partir, mais vraiment, après, j'étais spécialisée sur diversité plutôt nationale, linguistique, sans oublier qu'il y a plein d'autres types de diversité, bien sûr, mais c'est les failles principales, on va dire. Voilà, et donc en fait, quand je suis revenue de l'étranger, de mon année passée en Australie et au Canada, j'ai démarré mon projet de thèse, enfin on l'a construit, j'ai dû finir mon Master 2 quand même, et on a construit le projet de thèse avec Jean-Philippe Euzet, qui est à l'université Grenoble-Alpes, qui est assez connu quand même, c'est un sacré nom au niveau de la cohésion justement, on en reparlera, mais lui il a beaucoup travaillé sur la cohésion d'équipe, au final moi pas trop, mais la cohésion c'est une variable de la dynamique de groupe et donc il était parfait tu vois, pour m'encadrer sur ces aspects-là. Et mon autre directeur de thèse c'est Luc Martin, qui est à Queen's University à Kingston au Canada. Okay. Et c'est un des héritiers de Caron, Albert Caron, qui a tous ses travaux sur les groupes. Et ouais, ce gars-là était super chouette. De toute façon, au Canada, ils sont pas mal au niveau de la littérature, tu vois, au niveau de la dynamique de groupe entre Mark Hayes, Luc Martin, Beauchamp, McEwan, il y a vraiment pas mal de gens. Okay. Et voilà, et donc j'ai fait toute cette thèse. Là, je vais pas te raconter toute l'histoire de la thèse, mais globalement, la dernière étude de la thèse, à ce moment-là, donc je travaillais encore avec plusieurs types d'équipes, hein. Mais moi-même, dans ma pratique, je me spécialisais dans le football. Je pense que c'est aussi un peu corrélé. Et en fait, je me renseigne un peu à droite à gauche. Je sais même pas comment j'arrive là-dessus, mais je me rends compte que l'UEFA offre des bourses de recherche. Chaque année, en fait, elle délivre des bourses de recherche. Donc, tu dois monter un dossier, tu dois être soutenu par une fédé, etc. Okay. Et je me rappelle et je dis à mes directeurs, mais ça c'est trop bien, il faut qu'on fasse ça, on pourrait faire une grosse étude pour terminer la thèse. Et je pense qu'en fait, ils avaient l'habitude que je leur propose plein d'idées farfelues. Et tu vois, leur première réaction, je me rappelle, ça a été de me dire, peut-être faut qu'on se concentre là sur la rédaction. Ça demande du temps et de l'énergie quand même de faire ce dossier, tout ça. Je leur dis, ouais, mais quand même, c'est vraiment, je pense qu'il y a un truc à faire. Après, ils m'ont fait confiance et ils ont été très chouettes là-dessus, tu vois. Mais donc, je toque à la porte de la Fédé. J'avais eu un contact avant. Bref, la vie, tu vois. Quand t'es proactif, souvent, tu te fais des contacts. Et donc, je leur présente le projet et ouais, ils se trouvent ça cool. Ils trouvent que, tu vois, le sujet en soi, il est innovant, il est d'actualité. Et puis, c'est aussi une autre manière d'aborder ce sujet-là. Tu vois, le problème. Jusqu'à ce moment-là, en tous les cas, quand on en discute, et en France notamment, dès qu'on parle de diversité culturelle, quand on entend parler de diversité culturelle dans le football notamment, c'est souvent sous fond de polémique. Et c'est trop dommage. Les polémiques de quotas ou les polémiques autres de racisme dans les stades, etc. Donc là, ça leur a plu, la manière de l'amener de manière totalement juste neutre, factuelle. L'idée, c'était de dire, en fait, la diversité culturelle, elle existe, elle est partout. Chaque année, il y a de plus en plus de transferts internationaux, on le sait. Les coachs, ils en discutent de manière un peu intuitive. Ils vont dire, je vois bien que j'ai des sous-groupes entre mes Brésiliens, mes Américains, moi, je sais pas trop comment faire. Mais en fait, derrière, on sait pas concrètement qu'est-ce que ça a comme impact sur ton équipe. Moi, j'imagine que si tu recrutes à l'étranger, c'est pour avoir de la qualité, mais la performance, au final, c'est pas juste une somme d'individus. Donc, en fait, selon ce que tu recrutes, les personnes que tu recrutes, après, il va falloir que ce groupe-là, il fonctionne. Et on sait pas non plus... on sait pas quel est l'impact, que ce soit positif ou négatif. Et donc, on n'a pas forcément les leviers pour mieux gérer cette diversité après. Okay. Donc, ils m'ont suivi. Et donc, on a fait un dossier, etc. Et on a eu la bourse de recherche de l'UEFA. Okay. Et grâce à ça, on a mené une grosse étude sur toute la saison longitudinale où on allait récolter des données à 3 moments dans la saison sur 24 équipes de D1 et D2 en France, donc football féminin. Okay. C'était intéressant parce que le foot féminin n'est pas développé autant que le foot masculin. Et donc, tu as des vrais gaps en termes de composition d'équipe. Tu vois, même en D1, tu as des équipes où tu as 15 nationalités différentes et tu en as d'autres où tu as peut-être juste une joueuse expatriée, tu vois. Et en D2, tu as moins ça ? Et en D2, t'as des équipes où t'as pas du tout d'expatriés. Et c'est pas le même type d'expatriation. En D2, t'as beaucoup de joueuses africaines, par exemple, et francophones. Donc, potentiellement, t'as moins, on va dire, l'obstacle de la diversité linguistique
que tu as peut-être plus en D1, et en même temps en D2 t'as pas les ressources parfois pour intégrer des personnes de la bonne manière. Donc tout ça, enfin ensemble en tous les cas, ça nous faisait une population hyper intéressante à étudier. Et donc on a mené cette étude-là. J'ai 3 personnes qui m'ont aidé à récolter les données partout dans la France et tout. Okay. Et tout ça pour en arriver à la fin du parcours, c'est que grâce à cette étude, en gros, moi j'avais dit aux équipes, vu qu'elles me donnaient accès à leurs équipes, à leur club, je leur avais dit le deal, c'est que en retour, vous aurez tous à la fin de la saison un rapport détaillé sur votre dynamique de groupe, sur la diversité culturelle et comment elle impacte votre groupe. Et à ce moment-là, en fait, c'était la première fois que je créais des rapports, que je faisais du monitoring, en fait, ce que j'ai appelé plus tard du monitoring de dynamique de groupe. Okay. Et parce que moi, jusque-là, les données, elles me servaient que pour ma thèse, pour rédiger, etc. Et en fait, j'ai fait 24 rapports à la fin de la saison. Ça faisait beaucoup, tu vois. Sur les 24, j'ai dû avoir, 4 réponses peut-être. Parce qu'en fait, les gens, ils sont occupés, tu vois. Ils se disent, bon, c'est un projet de plus. Bon, c'est bien, c'est sympa, mais il y en a peut-être même qui l'ont jamais ouvert. Et dans ceux qui l'ont ouvert, notamment, il y avait l'OL, Reims et Montpellier, où j'ai eu des bons retours et ils m'ont dit ouais franchement c'est intéressant, ça nous donne des billes, c'est sympa. Et tu vois, quand j'ai eu ce retour là, je me suis dit il y a quelque chose à faire parce que vraiment en fait le management d'équipe, et c'était toute la problématique un peu de ma thèse, c'est que c'est toujours beaucoup à l'intuition. Et les coachs, c'est les premiers experts de leur équipe. L'intuition, ils la développent, et l'intuition, c'est aussi une compétence, tu vois. Mais par contre, sur tous les autres aspects, tu vois, sur tous les autres piliers de la performance, on a des datas hyper spécifiques, précises, on essaie de contrôler le moindre détail, etc. Et là, sur le groupe, on n'a pas ça encore. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et comme à l'OL, j'étais en contact avec Antonin Da Fonseca, qui était un directeur performance à ce moment-là. Lui, il m'a dit, écoute, c'est vraiment trop cool, je l'ai fait remonter directement à la nouvelle coach, à Sonia Bonpastor, elle a trouvé ça chouette. Et tu vois, ça aurait pu s'arrêter là, mais moi, à ce moment-là, j'étais en fin de thèse, j'avais épuisé ma bourse de recherche, on va dire. Et le parcours assez classique, quand tu fais un doctorat, c'est que souvent, après, tu donnes des cours à la fac pour finir ta thèse. Oui. Tu deviens attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce qui est très chouette, hein. J'ai aimé enseigner pendant ma thèse, mais par contre, t'es quand même sous l'eau à préparer tes TD, et tu fais 6 fois le même TD dans la semaine, etc. Et ça me tentait plus du tout, tu vois. Là, j'avais fini ma thèse, je voulais aller sur des trucs concrets. Et donc, j'ai mis le pied dans la porte, qui est un phénomène psychologique. Je sais pas si tu as lu le traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens. C'est un bouquin en psycho qui est sympa, qui parle de tous les processus psychologiques un petit peu qui existent. Okay. Tu vois, par exemple, si dans la rue, quelqu'un veut te demander de l'argent, il a plus de chances s'il te demande d'abord l'heure, et qu'après il te dit au fait t'aurais pas 50 centimes. Bref, et c'est un bouquin qui détaille tout ça. Okay. Et bref, donc je mets le pied dans la porte et je leur dis écoute, franchement, moi ça me tente bien, si ça vous intéresse, je peux vous proposer un petit peu cette approche-là et développer une méthode et pour qu'on ait des données à votre service tout au long de la saison. Et donc je suis rentrée à l'OL comme ça en tant que stagiaire à 28 ans. Ils ont accepté direct ? Ouais, stagiaire quand même, tu coûtes pas grand-chose. Oui. Et après, tu rentres pas non plus comme ça à l'OL, donc c'est sûr que non, c'était une trop belle opportunité. Mais ils ont accepté direct parce qu'en fait, la coach, elle venait d'arriver, elle a trouvé ça trop cool. Et surtout, ça lui parlait. En fait, je suis tombée au bon moment, tu vois, au bon endroit. Et elle m'a fait confiance, elle s'est dit ça va m'apporter. Mais c'était sa vision à elle aussi, tu vois. Dans son staff, tout son staff, elle l'a constitué pour qu'elle soit la mieux entourée possible, pour qu'elle puisse contrôler un maximum de choses et déléguer aussi un maximum de choses. Donc à ce moment-là, donc elle me fait rentrer, et après ça a évolué en un contrat salarié à temps partiel, après à temps plein. Okay. Et puis au final, je suis partie. Donc Et donc tu as développé cette méthode auprès de Sonia Bonpastor du coup. Ouais, c'est ça. C'est un mix entre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai retenu, tout ce que j'ai tiré de ma thèse. Ouais. Et en fait, après, tu vois, quand je suis arrivée avec Sonia, à l'Olympique Lyonnais, au tout début, j'étais très focalisée sur diversité culturelle, intégration des joueuses expatriées, etc. D'ailleurs, je crois que j'étais stagiaire chargée d'interculturalité. Le truc hyper spécifique, tu vois. Et en fait, très rapidement, alors même si je mettais un peu la focale là-dessus, etc., mais très rapidement, quand on a mis en place ces collectes de données, que j'ai pu lui fournir des rapports détaillés, tu vois, avec un diagnostic, une image à l'instant T de son équipe, au final, par rapport à ses besoins, aux besoins identifiés par les joueuses, par rapport à ce que j'observais et par rapport aux données concrètement, très rapidement, ça s'est transformé en un job beaucoup plus global sur dynamique de groupe, parce que
En fait, justement, les données, elles te permettent de, comment dire, de mettre un... Je perds mon mot. Les données, elles te permettent de faire le zoom, de mettre en lumière la variable spécifique sur laquelle tu devrais bosser, parce que c'est là la priorité. Et tu vois, à l'Olympique Lyonnais, tu as 15 nationalités différentes. Et en fait, c'est pas... Justement, en fait, tu as tellement de diversité que globalement, les gens vont un peu... Enfin, les joueuses, les membres du groupe ont tendance à aller les uns vers les autres. Et ça, tu vois, je l'ai vu dans ma thèse, globalement, les équipes qui sont les plus à risque, c'est pas les équipes où il y a beaucoup de diversité culturelle. Okay. C'est plus des équipes où tu vas avoir deux sous-groupes hyper identifiés. Par exemple, quand tu recrutes, effectivement, moi, j'ai jamais fait de recommandation sur le recrutement en disant arrêtez de recruter telle nationalité avec telle nationalité. Enfin, jamais je serais tombée dans ces travers-là. Par contre, effectivement, quand tu recrutes, si tu recrutes 5 personnes d'une même nationalité d'un coup, bah, sois au courant que voilà, il y a potentiellement plus de chances que ça crée des sous-groupes. D'ailleurs, tu l'auras, ton sous-groupe, c'est sûr. Mais comment tu vas travailler avec ça autour? Et il faut qu'il y ait des choses de mise en place pour que ton équipe, elle fonctionne derrière. Et je prends un parallèle, par exemple, à l'Olympique Lyonnais, chez les hommes, où il y a une grosse communauté de Brésiliens qui est là depuis pas mal de temps, notamment dernièrement. Et il y avait aussi pas mal d'articles qui sortaient en disant qu'il y avait un sous-groupe, tous les Brésiliens restaient ensemble. Les transférés restaient ensemble et les Lyonnais restaient ensemble. Et justement, ça, je pense que ça met aussi en avant que, comme tu dis, dans des groupes, dans des effectifs professionnels, il y a forcément des sous-groupes. L'idée, c'est de savoir comment tout peut se lier et si on peut quand même performer en sous-groupe. Ouais, exactement. Mais je pense que ça, on en parlera toujours parce que c'est intéressant, les médias, ça les attire, etc. Mais même, je pense, dans la tête des praticiens, des coachs, etc., il faut des fois se sortir de l'idée qu'il faut absolument casser les sous-groupes. Les sous-groupes, c'est un peu leur zone de confort. Et il y a peut-être des moments... alors, par exemple, il y a des choses où je vais pas toujours faire des recommandations catégoriques parce que pour moi, c'est le coach, il gère son groupe comme il l'entend, tu vois. Mais par exemple, casser les sous-groupes à un moment donné où c'est... tu vois, pendant un stage justement de prépa, tu crées les conditions pour casser les sous-groupes, tu vois. Tu peux faire un petit jeu à table pour que en fait, des personnes s'assoient à côté d'autres personnes, qu'elles apprennent à les connaître, etc. Bon, très bien. Par contre, casser des sous-groupes, par exemple en chambre, veille de match, moi j'ai du mal avec ça parce qu'en fait, l'idée c'est quand même qu'ils soient dans leur routine, qu'ils soient dans leur confort, etc. Ouais, s'ils ont créé ce sous-groupe, c'est aussi qu'il y avait des raisons. C'est qu'ils bien sûr. Et c'est très bien qu'il y ait des sous-groupes aussi. C'est que les gens savent vers qui se tourner quand ça va pas. Il y a des systèmes de soutien qui se mettent en place, etc. Après, comme tu disais, l'important en fait, c'est juste comment on fait fonctionner ces sous-groupes entre eux. Et là, on en revient, tu vois, notamment aux leaders. Et tes leaders, ils sont hyper importants pour ça. En fait, tu peux parfois, des fois, avoir des leaders qui sont leaders que de certains sous-groupes. Et là, ça peut être un peu danger, tu vois, si tu as un leader d'un sous-groupe, un leader d'un autre sous-groupe. Mais soit tu as un leader entre les deux qui fait bien le lien, soit ces deux leaders-là, ils sont quand même connectés, ils sont capables de travailler ensemble. Et sur la diversité culturelle spécifiquement, par exemple le cas de l'OL, ou enfin nous, le cas de l'OL féminin, ou le cas de l'OL masculin dont tu parlais, ou n'importe quelle équipe, en fait, je pense que un des facteurs de réussite, c'est d'avoir quand même des leaders donc, qui puissent faire le lien entre les sous-groupes expatriés et locaux. Et souvent, ça passe par la langue quand même. Comment tu repères les leaders dans un groupe ? Eh ben, justement, beaucoup par les données. Parce qu'en fait, donc, quand je travaille avec n'importe quel club, ma première étape, c'est déjà d'échanger avec les managers, avec les coachs, avec le directeur performance. Et je vois un peu, pour eux, qui sont les leaders. Parce que ça m'intéresse, tu vois. C'est leur perception. Souvent, donc... comme je te dis, hein, ils ont l'expérience, l'intuition, etc. Donc, ils arrivent globalement à savoir qui sont les leaders. Mais tout dépend de quelle définition du leadership on a. Parce que des fois, quand tu poses la question, peut-être toi, si je te pose la question, ou si je pose la question à n'importe qui, on a un petit peu une définition, des fois, qui est plutôt celle de ce qu'on attend d'un leader. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un leader ? Plutôt que qu'est-ce que c'est qu'un leader ? C'est juste quelqu'un qui a de l'influence, tu vois, sur le reste du groupe, sur une partie du groupe ou tout le groupe. Et donc... parfois, je pense que les coachs, il y a un peu, tu vois, la ligne est un peu fine, la frontière est un peu fine entre leurs attentes, parce que c'est difficile de s'en détacher, notamment en tant que coach, et leur perception les plus neutres possibles de qui est le leader. C'est pas forcément celui qui parle le plus fort ou celui qui va le plus communiquer. Non, pas forcément. Ou alors, non, oui, ça c'est sûr que pas forcément. Et au-delà de ça, même plutôt que de dire ou alors, je dirais. En plus de ça, c'est pas forcément celui qui a les meilleures ressources de leadership.
Oui. En fait, en plus, le leadership, c'est contextuel. Donc peut-être que toi, tu es un leader incroyable là tout de suite dans ton podcast. Je le suis. Ah, si. Et peut-être que si je te mets dans un contexte que tu connais pas du tout, tu seras pas leader du tout, tu vois, je sais pas, ok. Et puis peut-être que dans ton contexte tennis, tu vas vite reprendre du leadership, etc. Après, il y en a qui ont des vraies belles qualités de leadership, c'est des traits, on va dire, assez innés. Et eux, peut-être, vont peut-être plus pouvoir se passer de contexte en contexte. Mais malgré tout, le leadership, c'est contextuel. Et est-ce que par rapport à ça, je me permets de t'interrompre, est-ce que si tu vois, par exemple, une joueuse qui arrive dans un effectif et on sait qu'elle a des ressources de leadership très importantes, est-ce que ton rôle, ça peut être de la mettre en confiance de sorte à qu'elle puisse justement exprimer ce côté de leadership, ou alors non, tu la laisses... Est-ce que tu vas faciliter finalement son intégration pour aller pousser vers son côté leader parce que tu penses que ça peut servir au groupe, ou alors on... Non, mais hyper intéressant parce que dans le processus de recrutement, pour avoir échangé des fois avec des recruteurs, quand ils voyaient les données que j'avais, ils me disaient mais ça serait trop intéressant pour nous d'avoir ça, parce que je t'en reparlerai après, mais les données, elles te permettent d'identifier qui vraiment a l'influence sur le groupe. Et pour eux, effectivement, ça serait hyper intéressant parce que dans leur processus de recrutement, ils recrutent pas non seulement quelqu'un qui a les qualités qu'on recherche et le poste et tout, mais aussi peut-être des qualités de leadership, ou non, parce que des fois, dans certains groupes, ça sert à rien d'aller chercher d'autres leaderships. Mais bref, imaginons tu recrutes une joueuse parce que, ça arrive très souvent, on recrute ce joueur-là parce qu'il a l'expérience, il va nous apporter beaucoup de choses dans le club, il va pouvoir transmettre, etc. Et une fois qu'il arrive, moi, grâce aux données, je vais voir effectivement, je vais pouvoir suivre un peu son processus d'intégration, à quel point il se connecte aux autres leaders, à quel point les membres du groupe le considèrent comme un leader. Comment tu peux récolter ces données? Parce que tu parles de données pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Comment si tu peux partager un petit peu? Oui, bien sûr. J'utilise une méthode qui s'appelle le Social Network Analysis. Okay. C'est un peu l'évolution de la sociométrie de Moreno, donc là où l'idée en fait c'est de créer des sociogrammes des relations dans le groupe. Donc en gros, je m'intéresse à la structure du groupe. Okay. Je fais une cartographie des relations dans le groupe et pour ça, je le fais par questionnaire. Mais cette méthode-là, je pourrais la faire de plein de manières en fait. Je pourrais regarder une vidéo. Par exemple, il y a des analystes vidéo qui font ça, qui regardent pas au niveau dynamique de groupe. Eux, ce qui les intéresse, c'est des réseaux de passes. Ouais. Et en fait, par rapport à qui fait la passe à qui reçoit un certain nombre de passes, tu peux cartographier ces relations-là au sein de l'équipe. Okay. Et donc moi, de mon côté, je fais ça avec un questionnaire parce que ce qui m'intéresse, c'est des perceptions. Donc le questionnaire, il est plein de biais, mais en fait, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. Et donc, je vais te dire, par exemple, toi, Léo, selon toi, dans ton équipe, je sais pas, de tennis, à l'époque où tu jouais au tennis et que, je sais pas, des fois c'était par équipe, qui a des qualités, selon toi, de leadership? Alors après, il y a plusieurs types de leadership et je les détaille selon ce qui m'intéresse. Qui a des qualités de leadership social, par exemple. Et donc, après, il y a plusieurs manières de faire, mais globalement, tu évalues chacun de tes coéquipiers sur ces qualités-là. Okay. Et par rapport à ça, après, moi, je crée une matrice, je mets ça dans un logiciel, et avec un algorithme d'attraction-répulsion, je suis capable de voir directement qui a le plus de leadership. Donc, tu vois, en gros, chaque joueur est un nœud, est une bulle. Si ta bulle est grosse, t'as beaucoup de leadership. Et après, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les liens. Donc, t'as des flèches qui relient un peu tout le monde comme ça. Et selon qui t'as choisi et qui tu choisis, tu évolues un peu dans le sociogramme. Et donc voilà, au final, moi, j'ai ces structures de groupe. Et l'idée, quand j'étudie le leadership, c'est que la structure, elle soit la plus dense possible, la plus resserrée, équilibrée aussi. Je vais regarder directement, je vais jouer un peu avec les variables, les couleurs, pour voir si peut-être j'ai des sous-groupes expatriés, locaux, mais aussi peut-être est-ce que mes jeunes joueuses, elles s'intègrent bien, etc. Est-ce qu'elles sont bien connectées aux leaders? Parce que ça, on sait que c'est un facteur de réussite aussi dans une carrière, d'être connecté aux bonnes personnes, etc. Donc voilà comment je récolte les données. Voilà, et qu'est-ce qu'on disait? Et au niveau du leadership, comment est-ce que après je l'accompagne pour qu'il l'ait? Après, tout dépend en fait. Si le groupe, à ce moment-là, il fonctionne très bien parce que tu as déjà du leadership et que la personne qui arrive, on traque un peu son intégration et on voit qu'elle est bien connectée aux bonnes personnes. Peut-être qu'actuellement, elle n'est pas encore leader principal, qu'elle n'a pas une influence incroyable, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est bien aussi qu'elle se concentre sur elle, son intégration, tu vois, son jeu, etc. En fait, tu peux pas te donner une réponse arrêtée, parce que ça dépend de chaque contexte. Si par contre, tu as recruté quelqu'un parce que tu as un galère de leadership dans ton équipe et quand cette personne-là arrive,
tu te rends compte que personne ne la considère comme un leader, que peut-être qu'elle est même carrément hors projet, etc. Ben après, oui, on va mettre des choses en place pour essayer de la raccrocher. Quand tu parles de choses en place, ça peut être quoi, par exemple? Sans forcément raconter les détails, hein, mais quel genre d'outils tu peux utiliser pour... Bah, il y a plusieurs choses. Si là, vraiment spécifiquement, on parle de leadership, tu vois, c'est arrivé notamment que je travaillais à l'académie avec des jeunes joueuses où des fois, il y avait des filles qui avaient des vrais potentiels de leadership, tu vois, on le voyait grâce aux données qu'elles n'étaient pas encore au maximum, mais qu'il y avait un potentiel. Et ben, on allait soit travailler derrière avec... un groupe de leaders qu'on constitue avec le coach, parce que c'est toujours le coach, hein, le manager, donc c'est pas moi qui vais aller créer un groupe de leaders. Donc le groupe de leaders, il peut le constituer sur la base des données, mais aussi par rapport à ses attentes. Et c'est comme ça que des fois, tu as des joueuses qui peuvent s'y retrouver, ou des joueurs qui ont peut-être pas toutes les ressources encore, qui ont peut-être pas la plus grande des influences, mais on sent qu'il y a un potentiel, donc on les met avec d'autres qui ont de l'influence. Et ne serait-ce que de les réunir et de travailler ensemble sur des choses très concrètes, hein, que ce soit des clarifications de rôles précisément, rôles et responsabilités sur le terrain, hors du terrain, pour aller un peu au-delà du juste vous êtes leader, prenez vos responsabilités. Tu vois, l'idée c'est juste de clarifier des rôles, voir comment ensemble on peut se coordonner. Tu vois, par exemple, quand on fait face à une difficulté sur le terrain, je sais pas, au bout de 10 minutes, tu touches toujours pas, t'arrives pas à poser le ballon, ça tourne pas bien, alors que t'es censé contre cette équipe-là, tu vois, être plutôt à l'aise, fluide. Bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dès que je sais pas le jeu s'arrête ou à la mi-temps entre leaders pour remobiliser tout le monde, reconcentrer tout le monde sur des objectifs, ou alors prendre en charge des besoins plus émotionnels parce que t'en as qui sont en perte de confiance, etc. En fait, il y a vraiment plein de choses à mettre en place avec un groupe de leaders qui sont des choses très très concrètes. Tu vois, sur un corner par exemple, si t'as une équipe qui a l'habitude de se prendre des buts, d'encaisser des buts sur des coups de pied arrêtés, ben si tu t'arrêtes juste à la gardienne, son rôle c'est de bien placer tout le monde, etc., bah, c'est très bien. C'est un rôle, elle l'assume, parce qu'elle, c'est clair, on lui a demandé de faire ça. Mais peut-être que ça peut être intéressant d'aller clarifier des rôles et de se coordonner entre leaders et de dire, OK, bah, moi, je suis gardienne ou je suis gardien. Ma qualité, ça va être de placer tout le monde, mais en termes de, tu vois, de motivation, de faire en sorte que tout le monde est bien concentré, bien focus à ce moment-là, bien déterminé pour pas se prendre le but, bah, c'est pas moi qui vais assumer qui vais répondre à ce besoin-là. Donc peut-être que là, tu as un leader plus de type motivationnel qui peut intervenir. Et encore une fois, juste en lui clarifiant son rôle à ce moment-là et lui dire, bah voilà, dès qu'il y a un corner, dès qu'il y a un coup de pied arrêté, toi, j'en sais rien. En fait, je te dis j'en sais rien parce que pour moi, ça doit être co-construit avec les joueurs, avec les joueuses, mais ils peuvent décider de se dire, OK, bah dès qu'il y a un coup de pied arrêté, toi le gardien tu me dis dès que t'es en place et moi après je vais voir tout le monde, j'en sais rien, je leur tape dans le dos, je leur redonne des mots-clés parce qu'on a travaillé sur un langage commun en amont, tu vois, enfin il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, ou alors peut-être même ma focale c'est juste les jeunes joueuses parce que je sens que les jeunes joueuses en termes de concentration, d'émotion au moment des corners, je vais juste leur dire un mot pour les rassurer à ce moment-là parce que c'est leur besoin. Mais tu peux aller dans plein de types de stratégies, tu vois. Ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre que dans le domaine dans lequel tu interviens, c'est vraiment un domaine à part entière de la performance, dans le sens où alors oui, il y a un aspect mental, mais on n'est pas sur de la préparation mentale. On est sur vraiment quelque chose à part entière, comme je disais, et qui est en fait ultra important. Et c'est quelque chose, souvent, j'ai l'impression qu'on l'a un peu banalisé quand on parle de cohésion d'équipe, on se dit, bon bah, par exemple, ce que font souvent les clubs, mais c'est avant le début de saison, ils vont aller faire une activité en groupe, ils vont aller faire, je sais pas, du canyoning ou quelque chose comme ça. Et ça suffit. Et ça suffit. Alors qu'en fait, si les rôles ne sont pas définis et si chacun ne sait pas ce qu'il fait, et dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a deux aspects qui sont importants, c'est de définir les rôles, mais aussi de savoir qui a les meilleures caractéristiques pour avoir quel rôle. Parce que c'est pas juste de dire, ah, moi je pense que je fais ça, bon bah tu fais ça. Et comme tu dis, hein, il y a une démarche vraiment même de statistiques, de données, qui permet d'être utilisée pour savoir, ok, qui pourrait être le plus efficace dans quel rôle. Exactement, ouais. Et après, là, je t'ai parlé juste d'un mode de fonctionnement où tu pourrais faire, tu vois, tu pourrais travailler en groupe de leaders, mais il y a aussi des coachs qui veulent travailler plus de manière informelle et aller, tu vois, clarifier des rôles en individuel avec certains leaders qu'ils ont identifiés, de par les données aussi, mais on pourrait aussi travailler avec l'équipe complète et justement se sortir de juste une activité canyoning, même si ça a sûrement plein de bienfaits, tu vois. Mais si ton objectif à ce moment-là de la saison, c'est d'avoir des solutions concrètes face à des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cassé à but ? Bah, le canyoning va pas venir y répondre, tu vois.
Et au-delà de ça, alors effectivement, moi, je me considère pas préparatrice mentale, mais malgré tout, dans la psycho du sport, en gros, pour moi, c'est tu vois, si tu prends un repère orthonormé, ça va de santé mentale jusqu'à performance, et dans l'autre sens, ça va d'individuel à collectif. Okay. Et donc moi, effectivement, je suis spécifiquement dans collectif et plutôt performance. Mais tu vois, si je le traçais, je pense que je déborderais un tout petit peu sur individuel, parce que des fois, dans les recommandations que je fais aux coachs, je vais leur dire, bah là, même si 90% c'est des tendances collectives que je leur communique, bah je vais pouvoir leur dire, bah là il y a peut-être tel joueur, telle joueuse qui est un peu hors projet, ça mériterait d'aller clarifier le rôle, ça mériterait d'avoir une discussion avec cette personne, etc. Et je pourrais déborder un tout petit peu sur santé mentale, mais tout en sachant que je suis pas psychologue clinicienne, tu vois, mais dans le sens où si ton groupe vit bien, et à l'extérieur et sur le terrain, enfin déjà les deux sont liés, encore plus dans les équipes féminines. En fait, c'est encore plus corrélé, la cohésion sociale et la cohésion opératoire. Donc, forcément, quand je travaille sur le groupe, c'est aussi un aspect de créer, faciliter un environnement dans lequel tout le monde se sent bien. Mais globalement, je suis plus dans, comme tu dis, un truc spécifique de collectif et performance. Et c'est marrant parce qu'il y a des similitudes entre ce que toi tu expliques et par exemple moi en tant que préparateur mental ce que je vis. Si je fais un parallèle par exemple avec dans le tennis, moi je veux beaucoup travailler sur l'identité du joueur. C'est-à-dire, toi, tu disais juste avant, comment je réagis, comment l'équipe va réagir quand on prend un but, qui a quel rôle. Bah, moi, ça va être par exemple sur mon sportif, c'est quel joueur je suis au quotidien, quel joueur je suis quand je gagne, et surtout quel joueur je suis quand je perds. Est-ce que mon identité change? Et quand on communique avec les joueurs qui, par exemple, ont peur de perdre, ont vraiment pas mal de soucis par rapport au stress, etc., on se rend compte que leur identité est modifiée lorsqu'ils perdent. Parce qu'il se voit comme un joueur, d'un coup, non, en fait, ça veut dire que je suis nul, que je sais pas faire un coup droit, que machin, etc. Et je trouve que justement, ça peut faire un lien, même si toi, on part sur du collectif, mais de se dire, ok, il y a un parallèle. Et en fait, même si c'est pas exactement la même chose, mais ça a du sens, c'est pour ça que ça touche à cette grosse bulle qui est l'aspect mental. Mais les deux sont liés, et tu vois, moi, idéalement, mes top conditions, c'est de travailler avec un club dans lequel je suis en contact direct, donc avec le coach, parce que pour moi, c'est sur lui que je vais agir le plus, parce que c'est lui qui va implémenter des choses sur le groupe, mais dans lequel je vais aussi travailler avec le directeur performance, qui est aussi un manager, et dans lequel je vais aussi travailler peut-être avec un PM, s'ils ont un PM sur place, s'ils ont un psychologue du sport, parce que ces personnes-là, elles vont pouvoir implémenter des choses. Tu vois, dans la prépa mentale, il y a plein de préparateurs mentaux qui font beaucoup de choses au niveau groupe, au niveau workshop, etc. Et donc là, pour moi, ça peut être complémentaire. C'est super, parce qu'en fait, avec mes données, moi, l'idée, c'est que je facilite. Donc, je donne beaucoup de recommandations très pratiques. Donc, quand je te dis ça, c'est que à l'OL, je mettais aussi des choses en place. Maintenant que je suis consultante, je suis beaucoup plus extérieure et je trouve que ça a plein d'avantages. Hein. Mais je pense que c'est hyper chouette si sur place, j'ai aussi des personnes qui sont capables d'implémenter des choses au quotidien. Après, je reste convaincue, c'est aussi pour ça que moi, je me suis spécialisée sur l'aspect groupe, que, en tous les cas, je crois à ce mode d'entrée-là, dans le sens où je trouve que au niveau préparation mentale, donc individuelle, sur des habiletés mentales individuelles, tout ça pour moi c'est hyper important, c'est hyper et puis c'est super d'avoir ça à disposition dans un club. Si on peut l'avoir, c'est que du bonus, tu vois. Mais il y a encore trop cette idée, je trouve, derrière, pas dans la PM, mais plutôt dans les perceptions des praticiens, des coachs, que la performance c'est juste une addition de qualité individuelle. Et en fait, le truc c'est que, imaginons dans un club. Et c'est souvent le cas, si tu as un préparateur mental à disposition, si déjà tu as 7, 8 joueurs, 9 joueurs qui s'impliquent à fond là-dedans pour développer des habiletés mentales, réussir à être plus concentré, mieux gérer ses émotions, etc., c'est super. Mais c'est pas parce que sur le terrain derrière tu as 5-6 joueurs qui sont prêts mentalement, individuellement, que l'équipe va fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça en tous les cas que moi je pars du groupe en me disant, ok, les coachs, ils veulent des choses concrètes, efficaces, ils ont besoin de gagner. Donc, s'il y a bien une chose sur laquelle ils peuvent avoir un impact à l'instant T sur des choses très concrètes, c'est au niveau de leur groupe, pour mieux faire fonctionner les gens ensemble. Ensuite, bien sûr que c'est plus facile si les gens sont prêts mentalement, travaillent sur eux-mêmes. Et donc, c'est plus que, tu vois, je pars du groupe, mais par contre, pour moi, l'individuel est hyper important. Mais si pour toi, s'il y a que l'individuel, en fait, ça va pas forcément avoir des résultats. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Dans les sports co, pour moi, en fait, ça va forcément contribuer à la performance à un moment donné. Hein, mais je trouve que c'est
c'est s'éloigner de la vérité de ce que c'est que le sport collectif, en fait. Donc, et alors, par rapport à ça, dans ton approche, toi, finalement, t'es plus au service du club que du joueur. Ouais, clairement, ouais. C'est ça, en je fait. suis au service du coach, en principe. Le coach veut quelque chose, toi, tu vas agir avec les joueuses, avec le collectif, mais pour répondre aux besoins du coach. Ouais, tu vois, même quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, par exemple, on a des fois fait des réunions avec des groupes de leaders où les réunions, en fait, elles sont impulsées par les coachs. Parce que c'est les coachs qui gèrent leurs joueuses, leurs leaders, etc. Même si faire des workshops avec des psychologues du sport, par exemple, à côté, bah, c'est chouette aussi, parce que c'est créer des espaces de discussion, c'est sortir de cette relation entraîneur-entraîné, c'est hyper important aussi. Mais là, en tous les cas, à ce moment-là, réunion de leaders avec les coachs, et moi, même si je faisais partie du staff à 100% à ce moment-là, la position que je trouvais la plus impactante, c'était quand j'étais juste là en tant que modératrice de la discussion. Et en fait, modératrice, pourquoi ? Pour aider à ce que la discussion ne dérive pas tout le temps systématiquement sur du tactique, parce que c'est ce qu'on a tendance très facilement à faire. Donc l'idée, c'était, ok, bon bah très bien, vous avez parlé de ça n'a pas fonctionné, ok, très bien. Maintenant, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut construire ? L'idée, c'est que là, dans 40 minutes, quand on sort d'ici, on sort avec des trucs les plus concrets du monde. Là, on parle plus de karting, on parle plus de canyoning, etc. On sort avec des stratégies concrètes. Et c'est pas un exercice facile, parce que très souvent, on se dit, les discussions, elles vont directement sur, bah oui, mais si tu descendais un petit peu plus, et puis là, au niveau du modèle, peut-être qu'il faudrait qu'on puisse changer quand là, ça presse plus, etc. Et donc, ouais, directement. Donc, à chaque fois, il faut remettre l'accent sur la dynamique de groupe. Ok, donc il se passe ça, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en tant qu'équipe quand il se passe ça, tu vois, qui va être garant de l'alignement de la ligne défensive, par exemple, et de quelle manière ? Est-ce que c'est en criant ? Est-ce que c'est en allant voir tout le monde ? Est-ce que à un moment donné, dès qu'il y a un temps mort, on se rejoint et on remet les choses en place, etc. Ou par exemple, ce qu'ils appellent en anglais les huddles. Nous, je sais pas trop le mot, tu sais, c'est quand on se réunit. Souvent, on se réunit après avoir encaissé un but, des fois après en avoir marqué un pour se reconcentrer. Et ça, je pense qu'il y a un potentiel de fou avec ça. Parce que de l'extérieur, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, bah déjà, point positif, il y a quelque chose qui se passe au niveau du groupe. En tous les cas, on essaye de mettre quelque chose en place. Mais c'est quelque chose qui est jamais travaillé, en fait. Et pourquoi on pourrait pas travailler peut-être ça à l'entraînement, tu vois ? Parce que finalement, elles se regroupent, mais on sait pas vraiment ce qui se dit à l'intérieur. Alors qu'il y aurait plein de choses à faire. Si on a travaillé ensemble un langage commun en amont, si les leaders entre eux se coordonnent et se disent ok, quand on se réunira, moi je parle de ça, toi tu mets l'énergie, et toi juste quand on se disperse, tu reprends les deux jeunes là et tu t'assures qu'elles aient bien compris, tu vois, et ça peut être directement plus puissant, quoi. Et c'est vrai que si on compare par exemple à des équipes, moi je vais prendre pas mal de foot masculin parce que je regarde beaucoup de foot masculin, si on regarde une équipe comme le Real Madrid, en termes de gestion d'hommes, on a l'impression que tout le monde sait ce qu'il a à faire dans le club. Et personne va dire un mot de travers, personne va prendre la place du coach. Le coach est en place, on a l'impression, en fait, on n'entend jamais d'histoire. Si on compare avec une équipe, ces derniers temps, par exemple le PSG, où il y a encore, bon là ils ont changé un petit peu de politique sportive, mais il y a encore 1 ou 2 ans, même l'année où ils ont Neymar, Messi, Mbappé, etc., mais chaque semaine il y a une nouvelle histoire. Et on a l'implupart une nouvelle histoire négative, la plupart du temps dans les médias. On a l'impression que les rôles ne sont pas forcément définis, parce qu'il y a pas mal de stars, et du coup, est-ce qu'on fait tout pour les stars, ou est-ce que, là où je trouve dans la gestion du Real Madrid, tout a l'air quand même très clair, et chacun sait ce qu'il a à faire ici, quoi. Alors on n'est pas dans les groupes de l'intérieur, mais effectivement, de toute façon, tout ce qui est dynamique de groupe, cohésion, c'est aussi des choses qui peuvent s'observer normalement. Et je trouve que ce que tu soulèves, c'est intéressant, parce que ça confirme aussi que c'est des choses qui peuvent être travaillées, et du coup évaluer, parce que souvent pour travailler plus efficacement, tu vois, il faut qu'il y ait un retour et pour qu'on puisse ajuster derrière. Et par exemple, tu vois, quand on fait des retours vidéo dans le football et qu'on parle tout le temps de tactique, etc., pourquoi pas mettre en lumière ce qui s'est passé au niveau du groupe. Là, je t'ai vu parler, etc. Qu'est-ce qui s'est dit ? On peut même, tu vois, ça peut même susciter des discussions, mais surtout ça permet d'évaluer si en tant que coach c'est un aspect qui est central pour toi. Je trouve que c'est un truc qui devrait être mis plus au centre après derrière. Je te coupe là-dessus, je me permets. Tu vois, nous on est en master actuellement, enfin je suis en master actuellement, on a des cours sur l'analyse vidéo. C'est en parcours préparation mentale, mais on a quand même des cours sur l'analyse vidéo. On est obligé. Et dans l'analyse vidéo, on analyse, on apprend à faire le job d'analyse vidéo, c'est-à-dire regarder les actions, les passes, etc. Okay. Et on demandait au prof, mais en fait, pourquoi on ne pourrait pas analyser les vidéos, mais pour avoir une vision de préparateur mental, c'est-à-dire repérer les mouvements, la communication avec qui il parle, je sais pas, après un échec, comment le joueur réagit. Et l'intervenant nous a répondu, c'est pas de l'analyse vidéo.
Du coup, on doit... Oui, mais parce que ça n'existe pas encore. Mais tu vois, bientôt, là, je vais faire un module de formation avec une plateforme de formation dont je peux pas citer le nom encore, je pense, parce que c'est pas officiel. Mais ils ont un module de formation donc sur l'analyse vidéo. Et justement, parce qu'ils sont assez innovants, je pense, et qu'on s'est rencontrés à des conférences, etc. Ils vont me faire intervenir sur un module où spécifiquement on parlera d'analyse de dynamique de groupe par le biais de la vidéo. Et moi, ça, c'est pas un truc que j'ai fait beaucoup, mais c'est quelque chose que je veux absolument développer. Et on en parlait sur la fin de ma collaboration avec l'OL. Enfin, même si je continue de travailler avec l'OL, mais autrement. Ouais, c'est ça, en consultante. Mais je pense qu'il y a énormément de choses. Mais là, tu vois, d'ores et déjà, toi, t'as cité plusieurs manières d'aborder l'analyse vidéo sous un angle PM, mais il y a aussi des choses qui existent déjà en termes de body language, d'émotions partagées, notamment Michael Campo, il fait des choses intéressantes avec un algorithme, je crois qu'ils ont développé pour repérer en direct l'évolution du body language, des émotions collectives, etc. Après, là encore, tu vois, moi j'essaie toujours de penser pratique, concret. Qu'est-ce que ça te donne de savoir exactement... Désolée, je réfléchis en te parlant. Pour moi, après, il y a pas mal de choses. Peut-être que dans un premier temps, l'analyse de dynamique de groupe ou l'analyse de PM sous l'angle de la vidéo, ça serait peut-être juste un point de départ pour prendre conscience de certaines choses et pour évaluer, etc. Avec de l'autoconfrontation même par rapport aux joueurs, je sais que c'est pas mal ça. Mais tu vois, oui, toi tu parles de body language notamment, qui parle. Ça peut aussi beaucoup servir à de l'autoconfrontation, comme tu disais. Et là, moi, sur la dynamique de groupe, je peux aussi créer mes sociogrammes par rapport à ce qui m'intéresse. Mais c'est aussi, et je pense que c'est ce que je veux beaucoup dire dans le module de formation. En fait, au final, tout dépend de ton objectif. Parce que quand tu fais de l'analyse vidéo pure et dure, tactique, l'objectif quand tu analyses, il est relativement clair. Tu regardes au niveau offensif, défensif, tu regardes par rapport à ton modèle si ça correspond, et tu regardes si tu t'as encaissé des buts ou si tu en as mis, et sur les coups de pied arrêtés, comment tu étais placé. Globalement, je fais un peu caricature, mais globalement, c'est ça. Au niveau préparation mentale, ou au niveau, que ce soit au niveau de l'individuel ou du groupe, c'est vachement plus global. Et je pense que si on veut se lancer là-dedans, il faut absolument un objectif hyper clair. Tu vois, si ce qui t'intéresse, c'est de voir, par exemple, sur les pénaltys, simplement sur les pénaltys, regarder le body language avant, après, hyper intéressant. Il y a plein de trucs à faire, c'est sûr. Maintenant, j'ai quelques questions pour toi qui sont vraiment purement terrain, purement concret. La première, c'est imaginons que tu es dans une situation où en fait, tu dois gérer des potentiels conflits entre deux joueuses qui se battent pour le même poste. Parce qu'on sait que dans le foot, il n'y a que 11 places de titulaires. Et si le club est bien construit, normalement, chaque joueuse ou chaque joueur a une doublure. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'être face à des conflits entre les deux joueurs parce que finalement, on se bat pour avoir ce poste? Déjà, est-ce que ça t'est arrivé? Non. Alors après, la manière dont tu me poses la question, en fait, j'en reviens à ce que je disais avant, où moi, je gère pas les conflits, déjà. Tu vois, imaginons s'il y avait vraiment un conflit entre deux joueuses. Nous, ça nous est jamais arrivé. En fait, t'as des conflits... Dans ces cas-là, en fait, quand la joueuse, elle est insatisfaite de pas jouer, t'as plutôt des conflits dans la relation entraîneur-entraîné. Enfin, ça va plutôt mettre en péril, des fois, la relation entraîneur-entraîné ou la relation de confiance. Et tu peux pas avoir un impact dans, justement, le groupe? Si, imaginons qu'il y ait des tensions entre, justement, des doublures, etc. Est-ce qu'il peut pas y avoir... Si, après, moi, je l'ai pas eu... actuellement, s'il y a peut-être un exemple auquel je pense, mais les données vont nous permettre d'anticiper ça, justement, de voir à quel moment ça se passe. Mais imaginons si effectivement il y a quelque chose qui se trame. Pour moi, déjà, ce sera pas à moi de le gérer, c'est plutôt au coach de le gérer. Parce qu'en fait, on en revient à ce que tu disais quand tu as donné l'exemple du Real Madrid. En fait, travailler sur la dynamique de groupe, c'est peut-être déjà avant tout avoir un cadre qui est hyper clair. Avoir des objectifs communs qui sont hyper clairs. Alors c'est facile à dire, hein. Généralement en début de saison on dit toujours on a besoin de tout le monde parce que c'est l'équipe qui va faire qu'on gagne, etc. Ça c'est très gentil et c'est bien de le dire, hein, je pense, mais la réalité c'est que quand tu es joueur de haut niveau, tu l'entends, mais ça te passe un peu loin, tu as envie d'être sur le terrain. Donc après, c'est comment... moi, je vais plutôt agir avec le coach pour lui donner des outils sur comment est-ce qu'il peut continuer de bien entretenir sa relation entraîneur-entraîné, sur quel levier il peut agir, comment agit la relation de confiance. Par exemple, tu sais, sur la relation de confiance, je trouve... j'avais appris ça avec notamment une docteure... en psycho du sport au Canada, qui travaille avec mon ancien directeur de thèse. Et elle nous parlait un peu d'un fonctionnement avec comme des pots de billes. En gros, par rapport à chaque personne, chaque relation, chaque personne que tu rencontres, tu démarres avec un pot de billes. C'est ton pot de confiance. Et déjà, avant toute chose, tu as des gens qui ont
qui ont une propension plus ou moins importante à faire confiance. Moi, par exemple, globalement, tous les gens que je rencontre, ils ont un pot de billes rempli. Tu vois ce que je veux dire? Je fais confiance. Par contre, si après ça va pas, j'enlève des billes au fur et à mesure. Et il y a des gens, à l'inverse, qui partent toujours d'un pot qui est vide. Et il y en a qui sont entre les deux. Et il y a des gens, ils partent d'un pot vide. Et par contre, il faut que tu fasses tes preuves pour mettre les billes dedans. Donc déjà, quand tu sais ça, après, dans la gestion des individus, etc., bah, effectivement, des fois, ça prend plus ou moins de temps, etc. Et ensuite, par contre, les 3 leviers sur lesquels tu peux agir pour récupérer des billes dans ton pot de confiance, c'est donc c'est qu'une histoire de perception. Donc c'est comment t'es perçu et c'est là qu'en fait le travail des coachs aujourd'hui c'est hyper compliqué, hyper complexe. C'est des managers d'individus, de groupes, et donc en fait tu dois passer un temps fou aussi à prendre ça en charge. Et donc une histoire de perception. Le premier, c'est la perception de compétence. Donc, à quel point on te perçoit comme un coach compétent. Donc ça, c'est est-ce qu'on arrive à percevoir que tu as toujours des solutions quand ça va pas? Qu'est-ce que tu nous apportes comme perspective? Qu'est-ce que tu nous apprends? Qu'est-ce que tu nous enseignes au quotidien? Après, tu as la perception de bienveillance. Donc là, on en vient un peu au style de management, de leadership aussi, tu vois. Là, on sort un peu petit à petit des types de leadership un peu autoritaires, voilà. Mais après, c'est qu'une histoire de perception. Donc effectivement, si ça fait 6 fois que tu joues pas et que t'as la perception qu'on te donne pas trop de réponses et qu'on te considère pas, bah tu vas peut-être enlever des billes à ce niveau-là, parce que tu te dis bah non, en fait on me respecte pas, et qu'une histoire de perception. Et le dernier, c'est l'intégrité. Perception d'intégrité. À quel point je perçois qu'il y a une cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Donc ça, pareil, selon le cadre que tu as posé, si tu attends de tes joueurs, tes joueuses de fonctionner au sein de ce cadre-là, et après, bien sûr que tu as le droit de péter un câble parce que tu joues pas. Mais juste, tu pètes un câble tranquillement, tu gères tes émotions, entre guillemets, mais tu peux pas aller contre le groupe, parce que si c'était ça le cadre, en tous les cas, tu sors du cadre. Mais en tant que coach, si tu annonces très clairement, j'en sais rien, moi, que je sais pas, je donne un exemple de gardienne, par exemple, ou de gardien. Dans la gestion, parce que c'est souvent un type de gestion qui est quand même très particulier. Imaginons que tu annonces à tes gardiens qu'il va y avoir 50-50 au niveau de la répartition du temps de jeu, et qu'au final, bah, ça ne l'est pas. Bah, perception d'intégrité, il y en a un que tu vas perdre directement, c'est sûr. Donc, c'est aussi quelle balance tu trouves en tant que coach entre, tu vois, aller communiquer, aller rassurer, mais dire que les choses qu'il faut que tu dises, parce que si t'en dis trop derrière sur la perception d'intégrité, si t'arrives pas à assumer ce que t'as dit, ça peut être compliqué, quoi. Donc je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais moi je travaille, j'impacte via les coachs, en fait. Si on a travaillé en amont, ça peut être aussi via les leaders. Si t'as un leader au niveau, notamment leader social ou leader motivationnel, parce que le motivationnel, c'est plutôt sur le terrain, mais c'est celui qui prend en charge des besoins affectifs, tu vois. Ça peut être aussi de confiance, de détermination, d'être rassuré. Et le leadership social, c'est plutôt hors terrain. Et là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être celui qui met l'ambiance, etc. Et celui qui prend en charge un peu l'intégration des nouveaux, tout ça. Et ça peut être très, très large. Mais donc, tu peux aussi... idéalement, tu as des très bons leaders qui peuvent prendre en charge ce genre de... Tu vois, dès qu'il y a des... on en parlait hier pendant la table ronde, Charles Caoudi, là, le capitaine de l'Asvel, il explique que lui, il fait un peu sa météo du vestiaire. Moi, j'ai entendu parler juste 20 minutes, je me dis, ça, c'est quand même un leader que tu aimerais bien avoir dans ton équipe. Après, je pense qu'il est humain, et comme tout le monde, le jour où il joue pas, des fois, t'as un peu l'ego qui rentre en jeu, etc. Et t'as du mal à être tout le temps objectif. Mais lui, il disait qu'il essayait au maximum d'anticiper, tu vois, ces petites insatisfactions, pardon. Il essayait au maximum d'anticiper ces petites insatisfactions que peuvent expérimenter différents joueurs. Et tu vois, aller les voir. En fait, lui-même, il a ce rôle où des fois, il va clarifier un peu les objectifs avec eux, leur dire, OK, voilà, sur quoi tu peux travailler, qu'est-ce que tu peux contrôler. Et en fait, c'est ça c'est ce qui est le plus efficace au final. C'est bien plus efficace que moi qui viendrais dire, j'ai vu que tu jouais pas au niveau du groupe, c'est compliqué, mais t'as je sais pas moi, t'as un rôle hyper important dans l'équipe, elle s'en fout, moi, que je lui laisse ça, tu vois. Il faut que ça vienne de gens qui ont un impact sur elle. Et c'est pour ça que je suis partie de l'OL aussi. C'est que je trouve que, en tous les cas, par rapport à la vision que je défends, depuis tout à l'heure, tu vois, je la défends, c'est de dire que je veux redonner le pouvoir et donner des outils supplémentaires à ceux qui sont déjà experts du groupe et surtout à ceux qui ont un impact sur le groupe. Donc, ça, c'était logique pour moi de partir parce que déjà, j'étais identifiée comme, vulgairement responsable cohésion. Donc, à partir de là, tout le monde pense que ça repose sur toi. Alors qu'en fait, tout le monde devrait prendre ça en charge tout le temps.
Et puis ouais, ça faisait plus de sens parce que juste ce que je fais au quotidien, c'est plutôt donner les outils. Et même si, tu vois, des fois, je serais amenée à intervenir. Et je pense que de temps en temps, intervenir, c'est intéressant parce que ça leur donne aussi une autre vision, un autre angle. Mais souvent, je veux plutôt intervenir pour un peu sur des interventions de type juste prise de conscience, qui on est en tant qu'équipe, où est-ce qu'on en est, vers quoi on veut aller, tu vois, nos forces, nos faiblesses, nos perspectives. Mais derrière, c'est à eux de mettre les choses en place, quoi. Ce que je retiens dans ce que tu expliques, c'est ce travail en amont qui est finalement hyper important, et c'est le fait d'anticiper la saison. Et ça fait un petit peu écho avec le début de notre discussion où on me disait l'idée c'est pas d'arriver dès qu'il y a un problème. Tu vois, ma question d'ailleurs était orientée là-dessus, il y a un conflit. Et idéalement, si on bosse bien en amont, alors ça veut pas dire qu'il y aura pas de conflit, mais au moins on les aura anticipés. Et comme tu dis, on peut s'énerver. Par contre, s'il y a un cadre qui est défini, on sait que ça on reste dans le cadre, on arrive à se gérer. J'ai une dernière question vraiment spé foot, spé terrain. Toi, est-ce que ça t'arrive de travailler avec des groupes et de les constituer? Si c'est le cas, est-ce que tu les constitues de manière aléatoire ou alors ces groupes-là sont déjà définis en fonction des profils? Alors je pense plutôt à des activités, toi, que j'ai organisées. Alors activités cohésion avec des grands guillemets, mais avec des objectifs derrière qui étaient précis. Donc tout dépendait un peu de l'objectif, mais non, les groupes, je les constitue toujours. J'ai appris aussi que c'était important de les faire valider par les coachs, parce que, et encore plus maintenant que je suis consultante, en fait, il y a des experts du groupe qui restent les experts du groupe, et c'est important qu'eux puissent passer derrière. Mais par contre, j'ai souvent fait des groupes où j'essayais toujours d'avoir des représentants, on va dire, de mes principaux sous-groupes. Donc dans les groupes que j'allais créer, il y allait avoir des jeunes joueuses, des joueuses locales, des joueuses expatriées. Ça, c'est assez classique. Ça, c'était assez classique. C'était peut-être la focale principale, en tous les cas, sur cette équipe-là. Après, tu vois, même les choses qui pouvaient sembler être du hasard. Par exemple, il y a quelque chose qu'on a fait. Alors là, c'est vraiment plus pour entretenir la cohésion sociale. Et c'est juste apprendre à connaître la personne qui est à côté de toi, quoi. Et c'est un truc qu'on faisait souvent dans les stages en prépa, où au moment de passer à table, justement, c'était les moments où vraiment on allait essayer un peu de mélanger tout le monde, staff, joueuses, etc. Et donc, sur ces moments-là, plutôt que de faire un plan de table classique, ou des fois on a fait, tu vois, piocher sa place, bon voilà, ça c'est marrant, mais tu peux aller plus loin, je trouve, dans ce que tu veux susciter. En fait, si ce que tu veux susciter, c'est vraiment des échanges, et tu peux aller plus loin que juste mettre des gens les uns à côté des autres et attendre que ça fonctionne. Et donc moi, il y a un truc que j'avais créé, où en gros, ça prenait du temps. Je faisais un plan de table où en fait, à chaque place, tu avais une sorte de mini énigme qui te disait, en face de moi, j'ai une joueuse qui est femme de footballeur, par exemple. Et en fait, souvent, j'allais récupérer des anecdotes, alors qui font partie de la culture d'équipe des fois, tu vois, même un peu des private jokes ou voilà, ou des fois des choses auxquelles personne ne se serait attendu, tu vois, sur une joueuse peut-être qu'on connaît depuis 5 ans, mais en fait, on sait même pas, on sait même pas qu'elle fait du violon depuis 10 ans, tu vois. Des trucs tout bêtes là, je te prends ces exemples-là, mais et donc je faisais ça voilà sur toute la table, et en plus, faut réfléchir à qui est en face, machin, tout ça. Et en fait, mais ça, c'était trop bien de une, parce que, en fait, quand tu t'assois, tu rigoles du papier que tu t'échanges sur l'anecdote, etc. Donc, ça marchait vraiment bien. Mais pour que ça marche vraiment très bien, le plan de table, il était pas fait au hasard. Là, par contre, c'était plus en termes de personnalité, d'extraversion, on va dire. Et là, j'ai pas de données là-dessus. Je pourrais carrément, parce qu'il y a plein d'outils qui existent. Mais ça, je trouve qu'on a assez d'infos au quotidien, en observant, pour savoir qui est plus ou moins à l'aise pour parler, qui est moteur. Et donc, dans ces grands plans de table-là, souvent, je faisais attention à pas totalement casser les sous-groupes, parce que sinon, en fait, des fois, tu peux totalement inhiber les gens. Donc, j'en mettais au moins, tu vois, il fallait au moins que chaque personne ait un repère un peu à côté. Tu vois, notamment les jeunes, j'allais pas les mettre toutes seules en plein milieu d'un groupe où des fois, tu vois, elles connaissent moins. Et notamment la dernière fois que je l'avais fait, franchement, on était hyper contents, mais parce que ça avait hyper bien marché. Où vraiment, on était restés à table hyper longtemps après, ce qui arrive pas tout le temps, tu vois. Mais pour le coup, on avait pris beaucoup de temps à préparer ce plan de table, et pas moi uniquement, tu vois. J'avais demandé l'avis, j'ai envie de te dire, j'avais même demandé l'avis de l'attaché de presse, qui connaît très bien les joueuses, et qui a une relation particulière avec elles aussi. Et donc, grâce à ça, on avait fait un truc qui fonctionnait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que même en tant que préparateur mental et en tant que personne qui travaille justement là-dessus, il faut savoir, notamment dans les collectifs, que parfois ce n'est pas nous qui allons avoir les meilleures infos. Par exemple, les kinés,
eux sont connus pour avoir un max d'infos. Et on en parlait dans un autre podcast avec Laurent Edria qui travaille dans le foot et qui expliquait que finalement les kinés c'est eux en fait qui devraient presque avoir des notions de préparateurs mentaux, parce que quand le joueur va parler au kiné, le kiné soit il dit rien, il écoute, soit il va donner son avis, et s'il n'est pas forcément formé ou il dit pas forcément les bonnes choses, ça peut avoir un gros impact sur le joueur. Carrément. Et il y a l'exemple des kinés, il y a l'exemple des réathlètes aussi, ceux qui font les réathlètes avec les joueurs en post-blessure, etc. Hyper intéressant. Par rapport à ça, par exemple, je reviens à ma méthode là, du Social Network Analysis. Ça arrive des fois que je fasse des cartographies des relations donc dans le groupe, où les joueuses ou les joueurs peuvent même aussi identifier des membres de staff. Par exemple, des fois j'essaye d'avoir accès à la structure de soutien social et émotionnel au sein de l'équipe, pour voir si chacun a une personne vers qui se tourner, etc. En plus, c'est aussi le type de données qui me permet vraiment d'avoir accès. En fait, indirectement, ça me donne accès au leadership social, mais ça me donne accès aux relations les plus fortes possibles. Parce que si je te dis leadership social, tu peux identifier même des personnes de qui t'es pas trop proche, mais qui, tu penses, ont un impact global. Donc souvent, ce sociogramme-là, il me donne accès vraiment aux sous-groupes très, 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 très identifiés. Et surtout, du coup, tu vois où certains membres de staff gravitent. Tu vois si ton coach principal, il est cité ou pas. Je te dis pas que c'est une bonne chose ou non, mais en tous les cas, quand il est cité, peut-être que, il y a, tu vois, au niveau de la relation entraîneur-entraîné, ça se passe bien en tous les cas avec une partie du groupe. Mais si ça se passe bien qu'avec une partie du groupe, est-ce qu'il y a peut-être un biais de favoritisme qui peut être perçu ? Les kinés, j'y viens. Les kinés, effectivement, ils ressortent très régulièrement là-dessus. Souvent en première position. C'est souvent les staffs qui sont les plus cités, donc c'est une réalité. Et on en revient aussi au cadre commun. Et c'est là que c'est important de travailler aussi sur la dynamique de groupe de ton staff et pas que de tes joueurs. Donc là, encore une fois, moi, focal, c'est que le groupe. Mais ton kiné, effectivement, ça peut être top s'il est préparé, s'il est formé un petit peu à la préparation mentale. Au-delà de ça, et peut-être en tous les cas, mais encore une fois, je défends entre guillemets mon bout de gras, mais parce que je crois profondément en cette vision-là. Le kiné, c'est hyper important qu'en tant que coach, en tant que manager, tu aies une relation de confiance avec lui. Et que ce kiné-là, il soit hyper au fait de son influence sur les joueuses et de son influence sur la dynamique de groupe. Et donc, qu'il y ait toujours ce principe de loyauté au sein du staff. Tu vois, le staff, c'est un peu comme les parents devant les enfants. En fait, même quand t'es pas d'accord, et ça arrivera, hein, moi, j'ai travaillé dans un staff, on était 25, t'es pas toujours d'accord. Et c'est complexe, etc. Et puis c'est fatigant. En fait, quand t'es pas d'accord, ça doit jamais se voir devant les joueuses, devant les joueurs. Et donc, le kiné, sa position, elle est pas toujours facile. Je pense que des fois, ils peuvent être pris dans des conflits de loyauté, justement. Parce que, des fois, ils développent des vraies relations chouettes, profondes avec des joueurs, des joueuses. Ils sont là un peu comme des confidents. Et c'est très chouette que la salle de soins, elle serve à ça. Si tu veux décharger, décharge. Mais limite, il leur faudrait effectivement une formation. Alors moi, je la prendrais sous l'angle du groupe d'abord, juste pour qu'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir. Mais effectivement, après, leur donner des vraies billes PM, parce qu'effectivement, en fait, la frontière est fine entre l'écoute et pas renforcer. Tu vois, à la limite, juste écouter. Ce qui peut être pas mal, c'est faire expliciter, si tu as quelques outils. Mais en fait, si tu ne vas ne serait-ce que dans « Ah ouais, t'as raison, c'est n'importe quoi », c'est fini. C'est aussi le cadre du kiné. C'est comme si nous, en préparation mentale, si le sportif nous dit « j'ai une gêne ici », on va pas commencer à le manipuler. Ouais, bien sûr, même si, évidemment, quand on parle de mental, on touche plus à l'invisible, donc on a envie de conseiller, parce qu'en fait, le kiné, c'est aussi un humain, et je pense qu'il a bon cœur, il a envie de bien faire. Mais il faut réussir, quand tu parlais de cadre, justement, c'est aussi ce cadre-là de... Ouais, carrément. Quel est mon rôle et de quoi je suis capable. Mais tu vois, ça me fait penser à une nutritionniste avec laquelle j'ai travaillé la saison passée, où elle voyait son rôle un peu comme un octopus, comme une pieuvre, quoi. Parce qu'elle disait, la nutrition, c'est ancré dans tout. C'est lié au physique, c'est lié aussi au mental, c'est lié aussi au médical, donc elle voyait son rôle comme ça. Mais de la même manière, on pourrait voir l'aspect psychologique, l'aspect psycho du sport, comme en tous les cas, moi, au niveau de la structure, au niveau du groupe, on pourrait le voir un peu de la même manière, parce que à la limite, il faudrait que tout le monde soit un peu formé à ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de vachement développer dans mon approche, c'est que même si je suis en contact privilégié et direct avec le coach, directeur performance, parce que c'est les directeurs performance qui gèrent un peu ces aspects-là, mais en fait, il faudrait que tout le monde soit hyper au clair sur l'approche, tu vois, dans le staff, parce que peut-être que tu peux mettre des choses de manière intégrée, hyper intéressante avec ton
ton prépa physique, par exemple. Le prépa physique, il gère, il gère l'échauffement. Si, au niveau des données, nous, je fais que de parler de données, mais imaginons en termes de dynamique de groupe, au-delà des données, tu te dis, il y a un vrai truc à faire en termes de reconcentration, de switcher en tant qu'équipe d'une phase à l'autre, tu vois, par exemple. Tu peux te servir à l'entraînement de ton échauffement qui est hyper fun, marrant. Souvent, ils font plein d'exercices qui sont un peu de la cohésion, hein. Donc, tu peux te servir de ça. Et encore une fois, j'en reviens aux objectifs. Qu'est-ce que tu veux travailler concrètement ? Tiens, comment on passe de la phase d'échauffement qui est hyper fun où tout le monde hurle dans tous les sens à directement une session où là, on est sur petit terrain. Tu vois, ouais. Je pense qu'il y a des vraies choses à faire. Mais c'est sûr qu'à terme, ouais. Mais même en termes de... Au-delà de la préparation mentale, encore une fois, nous, on avait discuté de la santé mentale aussi. Est-ce que ça serait pas bien de former tout le monde, que tout le monde ait une sorte de brevet de secourisme en santé mentale C'est justement, j'ai changé avec Clément Lecause là-dessus, qui lui est psychologue du sport au PSG, notamment avec les féminines, et il me disait que le préparateur mental, finalement, avec nos cursus, il fallait quand même avoir des apports en psychologie. Ouais. Parce que si on arrive devant un sportif et qu'il nous apprend une nouvelle qui nous dépasse, comment nous on réagit, et il faut quand même qu'on ait des outils. Donc si nous en tant que préparateurs mentaux, il faut qu'on en ait, c'est aussi évident que les membres du staff doivent avoir. Ouais. Et je pense qu'on est aussi à un stade où les métiers liés à la psychologie et même les métiers dans le foot sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de métiers, donc je rejoins un peu ton discours, mais plus on va lier toutes ces parties-là et les mettre dans un message commun, et on va pouvoir travailler ensemble et plus on sera efficace. L'idée, c'est pas d'ajouter plein de postes, mais qui ne communiquent pas entre eux. Ouais, clairement, la transversalité, c'est l'objectif, ça c'est sûr. Et juste par rapport à ce que tu disais, oui, d'être formé à la psychologie, ça fait écho à la notion de positionnement. Pour moi, si t'es formé justement, donc t'es formé en préparation mentale, si après tu te formes un peu à quelques notions de psychologie, peut-être le plus important, c'est de comprendre que t'es pas psychologue, je trouve, tu vois, mais à tous les niveaux, hein. Que moi je comprenne que je suis pas psychologue, que le kiné comprenne qu'il est pas psychologue, mais que par contre, il ait les outils pour effectivement gérer quelques situations et surtout pour renvoyer vers les bonnes personnes, quoi. Mais le positionnement, tu vois, en termes de dynamique de groupe, le positionnement c'est crucial à tout niveau et c'est crucial dans ton staff, c'est crucial dans les joueuses et chez les joueuses ou chez les joueurs. Et ouais, c'est une question de rôle. Et tu vois, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, je pense, on parle beaucoup de clarté, cadre, objectif, rôle. Et c'est pour ça, tu vois, je comprends pas pourquoi on passe notre vie à parler de cohésion, alors que peut-être déjà ça, là, objectif, rôle, en fait, ça déjà, c'est tellement plus efficace. Tu vois, parce que tu vas sur des trucs concrets et qui ont un impact sur la performance, quoi. C'est une belle manière de conclure, Manon. Je te remercie. Positionnement. Ouais, je te remercie. Merci beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé très constructif. J'espère que ceux qui nous regardent ou nous écoutent ont le même avis. On pourrait évidemment creuser sur plein d'autres sujets. Je pense qu'on pourrait parler encore des heures de ce que tu fais, de ton métier, ton expérience, qui est très enrichissante. J'ai une question, et c'est la question de la fin qu'on pose à chaque invité. Qui souhaiterais-tu voir intervenir dans ce podcast ? J'aimerais bien voir un coach, un entraîneur, un entraîneur qui est sensibilisé à la prépa mentale ou à la dynamique de groupe, pour qu'on voit à quel point c'est puissant, je trouve. Arteta, tiens, j'aimerais beaucoup Arteta, si on va chercher, si on s'exporte un peu à l'international, parce que lui, je connais, je vois pas tout ce qu'il fait, tu vois, j'ai jamais vu de l'intérieur. Je crois qu'il met des belles choses en place au niveau groupe, et je me demande à quel point c'est conscientisé, structuré, tu vois. Moi, j'adore échanger avec des coachs, par exemple, j'ai déjà fait des interventions où on croisait nos regards, tu vois, du coach, du praticien, celui qui est le plus concret, qui est là pour le foot et pour la performance, et mon regard. Et je trouvais ça cool parce qu'en fait, tout ce qu'il disait, juste, je l'explicitais, c'est comme si je le mettais dans des cases, tu vois, du fonctionnement d'une équipe sportive et de la dynamique. Et donc lui, je me demande, je serais curieuse de savoir s'il a un modèle ou si juste il fait au feeling et qu'il a un feeling plutôt cool. Ouais. Mais justement, je crois dans son staff, à Mikel Arteta, il y avait un reportage sur Amazon Prime où il montrait justement la saison d'Arsenal il y a 2 ans, il me semble. Okay. Et il y avait une personne qui s'occupait juste de la performance. Et cette personne-là, son rôle n'était pas clairement défini. Mais en fait, on la voyait de manière très récurrente faire des entretiens avec les joueurs individuels et parler de leur performance, de comment ils se sentaient en ce moment. Je pense que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la préparation mentale. Et c'était un directeur performance ? Alors, je me rappelle plus de son rôle exactement, faudrait que je retrouve, mais en tout cas, il s'occupait de la performance du joueur. Directeur de la perf, je ne sais pas, mais il y avait un rôle avec la performance et je sais qu'il avait un peu ce rôle-là. C'était un peu une sorte d'un des bras droits d'Arteta.
Mais c'est vrai que justement dans ce reportage, on voit beaucoup de choses qu'Arteta met en place, notamment sur de la cohésion et sur des choses vraiment spécifiques. Des choses intéressantes. L'autre fois, là, je voyais, il utilisait l'analogie de l'animal, tu sais, est-ce que tu vois un lapin ou est-ce que tu vois... tu sais, c'est ce genre d'image où tu peux voir plusieurs choses. Et je trouvais que c'était un bon résumé. Il dit, en fait, moi, l'objectif, c'est que là, si je demande à tout le monde voit des choses différentes, sauf que moi, dans mon équipe, il faut qu'on voit tous la même chose. Et après, il met des trucs concrets en place. Enfin, concrets. Plus ou moins après perché ou non, tu vois. Dans le monde du foot, ça pourrait être perçu comme perché. Par exemple, je sais qu'ils ont un chien. Oui, un chien qui s'appelle Win, d'ailleurs. Parce que Win, tu dois l'aimer quoi qu'il arrive, je sais pas quoi. Il y avait tout un lien avec le rapport à la victoire. Mais ça semble porter ses fruits pour l'instant. Ben ouais, je pense. Après, c'est une nouvelle approche. Après, la dynamique de groupe et la cohésion, un des facteurs, c'est aussi la nouveauté, la créativité. Donc, je pense qu'il apporte beaucoup ça par rapport à peut-être d'autres coachs. Mais ensuite, ça fait combien de temps là qu'il est à Arsenal ? Je dirais, ça fait au moins 5 ans. Je crois que c'est sa 5e saison. 5 ok. Parce que, tu vois, ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que, et c'est ce que j'ai vu là, moi, avec mes collègues de données, globalement, la dynamique de groupe, c'est très dur d'empêcher qu'elle chute inexorablement. Parce qu'en fait, avec la fatigue, la routine, de voir toujours les mêmes têtes, la concurrence, les blessures, etc., ça a plutôt tendance à baisser. Et c'est pour ça que ça reste très important de prendre en charge la dynamique de groupe, la cohésion en pré-saison, pour essayer de partir du plus haut niveau possible. Et en innovant aussi, on voit avec l'exemple du chien, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on va ramener en plus pour pouvoir créer ça. Mais tu vois, au bout d'un moment, des fois, tu vois, ne serait-ce que d'arriver dans une équipe en tant que nouveau coach, c'est déjà souvent un peu tu pars déjà avec un peu d'avance parce que tu es déjà un facteur de nouveauté. Il suffit que tu viennes avec des adjoints aussi qui sont nouveaux et ça peut partir sur un cycle intéressant. Après, il faut qu'il y ait perception de compétences déjà pour commencer en termes de confiance. Mais après, je serais curieuse de voir comment justement il innove chaque année. Et bon, écoute, Sonia Pastor ou Michael Arteta. Ok, bon, on va essayer de contacter l'un des deux. Sonia Arteta, peut-être faire un interview en anglais ou en espagnol. On verra sur quelle action je me débrouille le mieux. Ok, on part là-dessus. Ok, en tout cas, merci beaucoup Manon encore une fois pour ton intervention. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas de liker, de commenter ou de vous abonner et de partager. Merci beaucoup. Merci.